Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on accueille un comédien pour qui j'ai énormément d'estime et d'admiration. Vous avez pu le voir dans des web-séries, des films. Il a même fait des clips, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, même dans des clips. Je pense que face caméra, vous avez dû voir à un moment donné qu'il y a une petite ressemblance avec un acteur qui est quand même connu et qui a marqué toute notre enfance. Ah oui, c'est vrai, faut le dire, faut le dire. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle David Decrène. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment va monsieur Decrène? Il va bien. Je suis très content de t'avoir dans cette émission, faut le savoir. Alors comme tu le sais, au cœur de l'Actu Clap, on va parler de ton parcours personnel et professionnel. L'objectif, c'est vraiment de te valoriser et de montrer à toutes les personnes qui te suivent depuis un moment qui est David derrière les caméras. Ok. Est-ce que tu es prêt pour qu'on commence cette petite interview? Vas-y. Alors David, dans son enfance, voilà, je sais que tu as fait énormément de choses dans l'artistique quand on regarde ton parcours, mais quand tu étais tout jeune, David, c'était quel genre de petit garçon? Bah écoute, assez extraverti de base, assez expiègle, je faisais des blagues, je me déguisais. J'ai une anecdote particulière en tête, mais je sais pas. Non, mais tu vois, je piquais des boissons dans le frigidaire. J'habitais à Madagascar, moi, quand j'étais gamin. Tu vois, j'ai habité jusqu'à l'âge de 5 ans et demi à Madagascar. Parce que ma mère, comme tu le sais, est métisse malgache chinoise. Même des origines rebeux, pour te dire, c'est un grand mélange, Madagascar. Et mon père, il venait faire son service de coopération, ce qui remplace le service militaire. Tu vois, il est venu faire ça en Afrique. Et puis, plus tard, il a eu un poste à Madagascar. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, tu vois. Et voilà, on habitait à Madagascar jusqu'à l'âge de 5 ans, et c'est là où j'ai passé toute mon enfance. Comme je te disais, je me déguisais pas mal, déjà à l'époque. Voilà, et puis il y avait des phases plus d'introversion, où je me réfugiais dans mon monde intérieur. Je sais, quand j'étais gamin, je voulais être astronaute. Ok. Ouais. Après, peut-être que ça pourrait se réaliser, mais dans la fiction, je pense. Non, mais astronaute, quelque part, quand t'es comédien, c'est comme si on dit qu'on se met à nu quand on joue, tu vois. Quelque part, tu vas sur une planète d'émotions et tu t'enfiles un costume, un peu comme un astronaute, tu vois. Après, t'as aussi le côté rêveur. Parce que, Exactement. On rêve, on dit, il faut viser les étoiles. Tu voyages. T'es carrément parti dans l'espace. Exactement. Donc, il y a des points communs et il y a un truc, il y a la respiration aussi. Quand tu vas dans une autre atmosphère, dans un autre climat, tu respires autrement. Quand on joue, la respiration, c'est très important, en fait. Respirer, c'est jouer. 5 ans et demi, du coup, tu pars de Madagascar. Tu te diriges vers quel pays? On a alterné pendant les vacances, on était en cité dans le 93, et pendant l'année scolaire, on était en Afrique, Mali, Sénégal, Niger. Tu sais, j'ai vécu la guerre civile à l'époque de Moussa Traoré quand j'étais au Mali. D'accord. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais entre 8 et 12 ans, j'ai fait. Ouais. J'ai fait 4 ans là-bas, j'ai fait l'école là-bas et tout. Mon père était directeur du Centre culturel français à l'époque, donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes quand j'étais gamin, des sculpteurs connus comme Ousmane Sow, chanteux, Césaria Evora, Salif Keita, tu vois, Youssou N'Dour, des gars comme ça, quoi. MC Solar, tout ce qui est francophone, en fait. Et ça n'a pas été quelque chose de traumatisant d'avoir vécu la guerre, justement? Parce que 8-10 ans quand même, enfin 8-12 ans quand même, c'est... Bien sûr, mais c'est ça qui est paradoxal dans l'enfance, c'est que tu peux être entouré d'un univers violent et garder un bon souvenir des choses, tu vois. Moi, je me souviens, les images que j'avais, c'est que vers 5 heures du matin, pendant la révolution malienne, nous, on était à plat ventre. Ma mère nous mettait à plat ventre à 5 heures, elle nous mettait Mary Poppins pendant qu'il y avait des balles perdues dans le jardin. Ah ouais, quand même, c'est... Ah ouais, bon. C'est sacrément ouf comme expérience, ouais. Et malgré ça, t'as quand même réussi à garder des bons souvenirs de là-bas. J'ai que des bons souvenirs. Ouais, carrément. Et à quel moment ça t'est venu justement cette vocation pour te dire à un moment donné, je me lance dans le théâtre? Parce que je pense que ça a peut-être un lien, parce que si déjà ta mère très jeune, elle te mettait du Mary Poppins, plein de choses, peut-être que t'avais eu l'œil pour avoir cette vocation justement vers le théâtre. Parce qu'il me semble que t'as commencé par du théâtre. Ouais, j'ai commencé par du théâtre vachement tard, en fait. Moi, je faisais complètement autre chose. Tu faisais quoi? Parce que je sais que tu sais que t'aimes bien faire du basket, il y a plein de sports que t'aimes bien faire, tu faisais du slam si je ne me trompe pas. Ouais, en fait, au niveau artistique, j'ai commencé par la poésie. D'accord. Et sinon, j'ai failli faire sport-études en basket. J'ai fait des camps de détection quand j'étais
aux États-Unis, à Orlando, à Chicago. Maintenant, malheureusement, je me suis fait une rupture du ligament croisé. Non, c'est vrai. Pour de vrai? Ouais, ouais. Je pensais que c'était pour la blague. Ah, non. C'est généralement, tu sais, les gens qui veulent faire des grands sports, En fait, ils disent, ouais, les ligaments croisés et tout. En fait, c'est pas ligament croisé, mais je me suis emmêlé les ligaments parce que tu sais, je suis hyper laxe. Ok. Et pendant le stage, bah, ça a été un frein pour le développement de la carrière, mais heureusement que j'ai pas fait ça, tu vois. Mais j'ai fait du basket à un certain niveau, ouais, quand même. Ah ouais, mon joueur préféré, c'est Iverson. Je sais pas si tu connais le joueur. J'avoue que pour le basket, je suis Non. désolé, je ne connais pas du tout. Ah ouais, bah écoute, voilà, c'est un joueur de l'époque qui est iconique en fait dans le basket. Ceux qui font du basket, ils connaîtront. Oui, ça c'est sûr. Moi, après, Ouais. moi, je suis désolé par le Non, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais ça fait partie des personnalités qui m'ont inspiré même comme artiste parce qu'il avait un côté subversif. Tu vois, il avait des chaînes, il avait des grands shorts, il faisait des crossovers, il ramenait un peu la street en NBA quoi. En vrai, t'as toujours eu cette approche pour le côté artistique. Tout le temps. Carrément. Ouais, assez jeune, ouais. Mais pour moi, le monde artistique, c'était pas pour moi. Tu vois. Pourquoi? Bah, je suis issu d'une famille, du côté de ma mère, c'est Mada et tout ça, tu vois. Mais du côté de mon père, on a bercé vachement dans la politique, le culturel. Donc même si socialement j'habitais en cité, etc., j'ai une culture bourgeoise, tu vois. Quand on était en Afrique, on avait des chauffeurs, tout ça, etc. Et quand on était en France, j'habitais en cité. Mais j'ai navigué entre les deux mondes, beaucoup, tu vois. Mais j'étais bon au cours et quand c'est comme ça, t'es destiné à faire certaines choses. Après, tu connais un petit peu ma vie. J'ai connu des chemins de traverse. Voilà, j'ai traîné avec j'ai eu des relations particulières dans ma vie, mais qui ont fait que c'est à ce moment-là que je me suis mis à la poésie aussi. C'était une forme d'échappatoire. Ouais, quand on est revenu s'installer en France, mon père est reparti parce qu'il était nommé à l'étranger et j'ai connu des choses, on va dire, la rue, les gens de la rue, on va dire. Et puis je me suis mis à l'écriture, beaucoup écrit, ouais. Je lisais beaucoup les romans. Je voulais être écrivain en fait à ce moment-là, tu vois. Et voilà. Pour résumer. Quand tu as décidé de te lancer dans l'artistique, ça a été vis-à-vis, parce que comme tu me dis, t'étais pas destiné pour toi à faire de l'artistique, suite à tout ce que tu viens d'exposer. Mais quand tu t'es lancé justement dans l'artistique, ouais. Quand tu as commencé par le théâtre, est-ce que ta famille, c'est quelque chose qu'ils ont perçu comme quelque chose de négatif? La poésie, ça a été un échappatoire. Mes parents étaient pas là, ils étaient à l'étranger, tu vois. Moi, j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, puis après j'ai bifurqué, j'ai connu des gens, des voyous, on va dire, tu vois. Puis en même temps, j'avais ce pied dans le milieu culturel plus élevé, puisque j'étais en classe prépa. J'étais vraiment entre les deux mondes, ça qui était assez fou. Et à un moment, je séchais les cours, etc. Mais je me suis dit, tu veux écrire. J'étais entre la littérature et la réalisation plutôt. Tu vois. Je lisais beaucoup de Victor Hugo, tous les trucs élevés et tout. J'écoutais beaucoup la radio le soir. J'allais sur les chats internet, je draguais les meufs comme ça, avec des poèmes. J'improvisais des poèmes, tu vois. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je voyageais à Monaco, genre, c'est comme ça, tu vois, par relation épistolaire. Et j'ai énormément lu à cette époque-là, et j'ai beaucoup écouté aussi de musique classique, etc. Et puis de gens au niveau textuel intéressants, comme MC Solar, comme à l'époque Bertrand Cantat, quand il n'était pas complètement retourné de la tête et qu'il frappait les nanas. Mais ce qu'il écrivait, c'était intéressant. Et puis j'écoutais énormément de choses différentes, j'avais beaucoup d'influence. Peut-être que les rencontres artistiques que j'ai eu la chance d'avoir plus jeune sont revenues après, tu vois. Ces influences sont revenues après, tu vois. Et le théâtre, c'est arrivé, j'avais 29 ans. Ah, ça arrivait super tard, en fait. Ouais, 27, 28 ans, ouais, 27, 28 ans. Ça arrive à ce moment-là. Mais tu sais que moi, je pensais que, pourtant, t'as vu, t'as dit on se connaît, mais moi, je pensais que t'avais commencé le théâtre beaucoup plus tôt. Tout le monde pense que ça fait des années que je suis là. Non, rien, en fait, non. Ah, bah, tu vois. C'est marrant, à chaque fois, tout le monde croit que, mais par contre, j'ai fait une grosse formation. Je suis parti du jour au lendemain en Biélorussie, tu vois. J'ai fait un stage d'un mois dans une école qui s'appelle Demain le Printemps, qui a été créée par un Français qui a fait l'Académie des Arts de Minsk là-bas, en Biélorussie. Et c'est l'enseignement à la russe. C'est vraiment du Stanislavski dans le texte. T'as 55 heures de cours par semaine. T'as tous les profs de l'académie qui viennent te donner des cours tous les matins dans un cottage, comme la Starac, comme une version militaire. Mais pour arriver là-bas, t'as dû faire un casting ou quelque chose pour rentrer dans l'école ou pas? C'est une suite de hasard, en fait, tu vois. Et je suis parti sur un coup de tête pendant un mois dans ce truc-là, où tout le monde avait déjà fait des formations, cours Florent ou quoi qu'est-ce, ou même des gens qui avaient tourné. Moi, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Ludovic Gossio là-bas, qui était prof de théâtre, acteur, belge, qui avait fait le laboratoire de l'acteur ici à Paris, et qui était en cours avec Taraim. D'accord. Et c'est plus ou moins pas grâce à lui, mais c'est un coup du dessin, si tu veux. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais à l'ouest, j'écrivais des poèmes.
même au niveau de certaines consommations, voilà. Et en fait, la directrice de l'école qui avait beaucoup travaillé avec Peter Brook, qui est un grand metteur en scène international, et qui connaissait même des gens de la famille de Stanislavski, pour te dire, elle m'a dit, ouais, David, je pense pas que le théâtre c'est pour toi, machin, etc. Quand t'arrives là-bas, le premier mois, c'est danse classique, acrobatie, escrime, 55 heures de cours de la semaine, t'imagines? Et tous les après-midi, tu fais technique du comédien. Et j'étais largué, frère. J'étais largué. Mais, et au bout d'un mois, je sais pas pourquoi, au détour d'une conversation dans un parking, avec Ludovic, justement, qui me dit, mec, je crois que t'es fait pour être comédien. Je dis, la blague. La blague. Et je sais pas pourquoi je suis resté. Et lui, il m'a dit, écoute, fais cette école-là, quand tu viens à Paris, je te présenterai Hélène au laboratoire, Hélène Didi, au laboratoire de l'acteur. Et il m'a parlé de Tard, à l'époque, Tard, il tournait pour un prophète. Tu vois. D'accord. Et puis je l'ai écouté, je suis resté 1 an. Et il y a même une deuxième année qui a été créée pour nous, et j'ai appris énormément de choses. Ça a été très formateur. Ouais. Et c'était énorme. Après tout ça, tu décides de, comme tu as dit, donc, du coup, tu reviens sur Paris. C'est ça. À ce moment-là, tu avais, je pense, une certaine détermination à ne pas lâcher, parce que tu t'étais peut-être rendu compte là-bas que tu étais fait pour ça. Exactement. Comment il se passe ton retour à Paris? Bah après, c'est d'autres difficultés, parce que le métier de comédien, on pense que c'est le talent, le travail. Après, c'est la connaissance du milieu, les relations humaines et la stabilité personnelle. Je pense quand t'es comédien, ce que ma coach actuelle qui s'appelle Emmanuel Cholet développe chez moi, faut développer ton centre. Pour pouvoir te décentrer et faire des personnages. Moi, j'étais écorché vif. Je pensais que pour jouer des écorchés, il fallait être écorché. Ouais, c'est bien si t'as été écorché. Mais si tu veux aller à fond dans une direction et revenir vers ton centre, il faut que ton centre, ton équilibre personnel soit solide quand t'es comédien. Sinon, tu peux pas te décentrer. Ça, c'est un truc qui m'a fallu du temps à intégrer. Tu vois? Et ma confiance en moi était pas assez développée. J'étais fasciné par tout le monde. T'as envie de faire comme les autres. Techniquement, j'étais prêt. Mais mentalement, non. Donc il a fallu vivre des choses, prendre des baffes, et se réapproprier son environnement. Ce que je faisais à Minsk, ce qu'il fallait le faire à Paris, c'est pas pareil. Tu vois? Voilà. Ce que ça a pris comme temps, j'ai fait de labo, j'ai fait des stages. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est pour ça que quand on me demande ça fait combien de temps que je fais ce métier sérieusement, pour moi ça fait 3 ans et demi, hein, c'est court. Vraiment. Où je estime que je suis vraiment professionnel. Parce que les courts-métrages comme ça, étudiants, ou les rencontres fortuites avec des directeurs de casting où t'es pas encore aligné, pour moi, c'est pas professionnel, ça. C'est le moment du tâtonnement. C'est la post-école. Mais tu dis, dans ton discours, tu dis justement que tu t'es mangé des baffes, que justement, voilà, t'as eu une expérience de vie qui t'a permis de te recadrer. Ouais, bien sûr. Pour prendre la meilleure des directions. Ouais. Mais comment toi t'as fait pour passer au-dessus de tout ça? Parce que généralement, il y a des gens qui, quand ils se prennent une baffe, 3 baffes, peu importe, ils décident d'arrêter. Ouais. Ça veut dire que dans quel mental tu t'es mis pour te dire j'arrête pas, je continue, et que justement tu prends entre guillemets les mauvaises expériences que tu as eues qui au final sont des bonnes pour pouvoir rebondir et continuer dans ce milieu. Bah déjà moi les artistes je pense ça vient du sport aussi un peu, tu vois, parce que t'as cette fille mentale, la mentale aussi que j'ai eu en Biélorussie, parce que là-bas au début c'était dur, tu vois, au début on me donnait pas cher de ma peau, je suis devenu le meilleur élève de cette promo. Non, mais c'est ma mentalité, je crois que je suis comme ça, tu vois. Je tombe vite, mais je me relève tout le temps. C'est comme ça, tu vois. Après, je suis croyant aussi. Donc, tout ça, ça contribue, quoi. Et puis après, j'ai fait le travail aussi pour ça. J'ai fait beaucoup de méditation. Je suis parti 10 jours dans un centre de méditation où j'ai appris à méditer. Où t'avais pas le droit de parler, t'avais pas le droit d'écrire et tout, tu fais que ça. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi à ce niveau-là. Et puis après, j'ai eu des claques de la vie, mais c'est formateur. C'est formateur. Puis quand t'es comédien, le goût du risque, quand même, c'est important, tu vois. L'inconfort. En fait, c'est l'équilibre dans l'inconfort. C'est toute une gymnastique, quoi. C'est du funambulisme. Après, je sais que t'as fait pas mal de pièces de théâtre. Ouais. T'as joué dans énormément de choses. Moi, celle où j'ai pu te rencontrer, enfin, du moins, officiellement, je t'ai vu jouer, c'est avec, justement, dans Beaumaillé, La Fabrique. C'est là que je t'ai vu. Comme tu le sais, je pense qu'on a déjà fait un retour par rapport à comment t'interprètes ton rôle. Pour moi, t'es une personne qui a énormément de talent. Merci. Et je pense que c'est quelque chose que je t'ai toujours dit. Et vraiment, t'es même un des personnages qui m'a le plus marqué dans cette pièce, parce que c'est pas un personnage simple qu'on t'attribue. Bien sûr. Surtout que, comme tu t'expliques à travers tes voyages, t'es pas une personne qui est fermée, on va dire, à juste une communauté ou autre. C'est-à-dire que toi, t'es un peu un enfant du monde, parce que t'as pu voyager dans pas mal de pays. Et je sais que le rôle que t'interprètes, il est pas simple.
C'est-à-dire que quand Abraham Touré, qui a fait une belle dédicace, parce qu'il arrive bientôt dans la Quick Clap, comment toi t'as réagi quand on t'a proposé de jouer ce rôle-là? Parce que je sais, comme j'ai dit, vraiment, c'est pas un rôle simple. Alors déjà, c'est un moment, ça a été un tournant dans ma carrière, je pense, parce que c'est un moment où c'était dur dans ma vie. J'ai commencé à me stabiliser et tout, mais voilà, c'était un moment difficile. J'étais après avoir rencontré Abraham, ça faisait quoi? Ça faisait même pas un an que je le connaissais. On s'était rencontrés sur un court-métrage. Et il me dit, je vais créer une asso, je vais créer une pièce, mais je te préviens, tu vas pas jouer un héros. tu vas jouer le méchant. Tu vas jouer le mec, un des personnages principaux, qui est presque devenu le personnage principal, en fait, de cette pièce. C'est paradoxal. Souvent, les méchants, c'est pas les... Et au début, je me suis dit, putain, fais chier, enfin, tu vois. Et en fait, j'aime beaucoup ce genre de personnage maintenant, tu vois. Parce que jouer quelqu'un qui... Quand t'es acteur, c'est un peu aussi comme quand t'es avocat, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est de défendre les gens qui, a priori, sont noirs, mais t'es jamais totalement noir. Comme t'es jamais totalement lumineux. C'est des notions qui s'embrassent. Alors, je te dis, c'est peut-être ma manière de penser aussi, parce que j'ai fait des études de philo aussi, moi. Tu sais, j'ai maîtrise de philo à Paris 8, donc j'ai une manière aussi de voir le monde qui est un peu plus complexe, je pense. Je suis très ouvert. Et je pense que quand tu défends un personnage, plus il est dur, plus il a de la sensibilité en réalité. Donc j'ai trouvé vite mon intérêt là-dedans. Ça m'a permis aussi d'aller voir dans mes démons, tu vois. Et de comprendre aussi que les démons, c'est bien d'en prendre des sensations, mais de pas rester agrippé à ça, tu vois. Quand tu joues, tu développes beaucoup ta sensorialité. C'est les sens, il y a la mémoire sensorielle. Mais tu prends ce que tu ressens dans un souvenir, tu prends pas le souvenir. C'est aussi ça que j'ai appris à faire. C'est pas le souvenir d'être triste, c'est répéter la sensation que tu as eue pendant ce souvenir. Ce qui est quand même très différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est très poussé. non mais c'est vrai, mais c'est... Non, mais ça m'a permis ça aussi, ce rôle. Parce que c'est un rôle très puissant. C'est un rôle, tout bien, tout honneur. Moi, il y a un rôle que je rêverais de jouer un jour au cinéma, c'est le Joker. D'ailleurs, j'ai fait une scène, tu sais, avec Abraham Touré du Joker. C'est des rôles qui peuvent au début, moi, je trouvais les acteurs quand ils disaient à la caméra, ah ouais, moi, j'ai fait ce rôle-là, j'ai pas pu en sortir. Des fois, je me disais, mais attends, c'est bon, arrête de faire genre, c'est trop. C'est pas faux, en vrai. Ça te prend énergétiquement. Donc, faut pouvoir s'en extirper, tu vois. J'ai appris à faire ça avec ce rôle. Au début, c'était pas évident. Attends, t'es en train de me dire que quand tu t'es imprégné le rôle, après, t'es parti dans le personnage. C'est plus fin que ça. Hein. C'est pas aussi caricatural. Mais forcément, t'as une empreinte énergétique de ce que tu joues. Tu vois? Forcément. Si vraiment t'es allé à fond dans le personnage. Forcément. Parce que t'as une mémoire corporelle, une mémoire sensorielle. C'est obligé. Et tu fais comment pour sortir de tout ça? Justement, la coach avec qui je travaille, elle enseigne une méthode qu'elle a créée mondialement, qui s'appelle le Voice Dialogue Acting, qui est inspirée d'une méthode de psychanalyse. D'accord. Et en même temps, elle se sert aussi de ce que Michael Chekhov a développé. On parle de gestes psychologiques. En fait, tu travailles avec ton centre. Je l'ai utilisé, par exemple, dans un court-métrage d'Abraham Touré, là, qui s'appelle Le Monde est à nous, que tu as dû voir. Le geste psychologique que j'avais, c'est que je prenais la clope et je m'étais tellement entraîné que j'arrivais à passer d'une énergie à une autre, juste en un déplacement de chaise symbolique. Tu as tellement travaillé une énergie que le jour où tu dois passer dans cette énergie, il suffit juste que tu fasses, c'est comme le vélo, tu vois. Et après, tu reviens ensemble. C'est une technique de jeu que j'ai développée avec elle, tu vois. En plus, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'il y a pas longtemps, j'étais en train de me dire, parce que j'ai regardé un film qui s'appelle Amsterdam, hier, je crois, en plus, ouais, où il y a justement Margot Robbie qui est dedans, et en fait, Margot Robbie, elle a cette force de passer, en fait, d'un personnage à un autre, mais en une fraction de seconde. Et hier, j'étais en train de me poser la question, mais comment on fait pour arriver du jour au lendemain? Tu sais, en une fraction de seconde, enfin, moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est vraiment dans le film Babylone, où il y a un moment donné, il y a une directrice de casting qui lui dit, interprète le rôle comme ça, et elle pleure, mais d'une violence. Et dès que la caméra, elle dit couper, tu sais, un grand smile, elle lui dit, c'est bon, c'est fini et tout, on peut passer à l'autre scène. Et la meuf, tout de suite, elle lui dit, je te prends toi dans le rôle, parce que la force que t'as, en fait, pour passer d'une émotion à une autre, c'est quelque chose d'impressionnant. Et là, c'est bien parce que ça me donne peut-être un aperçu de comment on fait pour passer d'une émotion ou d'un personnage à un autre. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et tu parlais justement
d'une période où ça a été un peu compliqué pour toi, comme tu m'as dit, si tu dois dire officiellement depuis combien de temps t'es un professionnel dans le milieu du cinéma, théâtre, peu importe, ça fait à peu près 3 ans. Vraiment. Ouais. Genre, pour moi, en fait, rétrospectivement, si tu m'avais demandé ça à l'époque, peut-être il y a 4-5 ans, je te dirais ouais, je suis professionnel. Mais là, le vrai point de bascule, je pense, ça a été Jeanne du Barry, tu vois. Ça fait 2 ans, mais ça fait 3 ans, je dirais quand même, un peu avant Jeanne du Barry déjà. J'avais fait une pièce de théâtre immersive qui est inspirée de la Casa des Papel, qui s'appelle la Casa des Papel à la Monnaie de Paris. Parce que j'ai fait aussi du théâtre immersif, c'est très formateur. Où je joue un personnage qu'ils avaient créé pour l'occasion, qui s'appelle Shanghai, qui est un peu l'équivalent de Berlin, en fait, tu vois. Encore plus dark. Mais du Barry, ouais, ça a été une bascule parce que j'ai vu des monstres travailler. J'ai travaillé avec des monstres. Quand tu travailles avec des monstres, t'apprends, quoi. Tu vois? Moi, justement, j'ai une petite question. Je la sens venir, mais vas-y. Une question par rapport à ce film, parce que t'as joué dedans. Moi, je sais pas si tu te rappelles, ça fait des années que je te dis, ça serait trop bien qu'on fasse une espèce de parodie où t'interprètes un personnage. Tu sais déjà qui c'est. Et j'ai dit, on fait ça sur les champs parce que je pense que les gens, ça va les choquer par rapport à la ressemblance. Et moi, souvent, je t'ai dit, ça serait incroyable si t'avais la possibilité, parce que là, je parle même pas de jouer, parce que c'est quelque chose que je te souhaite, mais juste déjà de rencontrer une personne à qui tu ressembles énormément. Qui est Johnny Depp. Ça dépend, des fois on est différents. Non, moi je te parle dans l'aspect de la ressemblance. Honnêtement, tu le ressens, mais moi je t'ai toujours dit que j'aurais vraiment hâte un jour de. Tu sais, j'essaye de m'éloigner de ça parce que ça peut être un défaut de ressembler à une personne quand tu joues. Mais le fait de l'avoir rencontré, justement d'avoir pu travailler avec lui. Écoute, c'est assez dingue. Je te fais une anecdote. 2 semaines avant qu'on me convoque sur le tournage, c'était 3 semaines avant, j'ai rêvé de lui. Je savais même pas que j'allais être convoqué pour ce tournage. C'est hallucinant. C'est mystique, quoi, tu vois. Et je rêve de Johnny Depp. Je suis wesh, Johnny Depp. T'es venu emmener du parfum, quoi. Et c'est vrai que c'est une référence. Je vais pas te mentir, mais c'est pas le seul. J'ai une grosse référence, c'est Patrick Devers dans le cinéma français que j'adore. Et ouais, c'était fou. On m'appelle. Essayage, c'était une annonce à laquelle j'avais postulé. Alors attention, j'ai pas joué dedans. C'est plus fin que ça. J'ai été sa doublure. Alors, j'ai été sa doublure lumière et j'étais prévu aussi pour faire sa doublure image. Normalement, pour un film comme ça, une doublure lumière, c'est prévu 1 mois, 2 mois avant. Donc, j'étais étonné qu'on m'appelle à 2 semaines du tournage, tu vois. Alors, on me convoque, j'étais pas sûr que c'était pour ça. Hein. J'arrive, on me fait essayer 1 costume, 2 costumes, 3 costumes, 10 costumes. Je fais, wesh, c'est pour jouer quoi. Et je me dis, putain, ça se trouve, c'est vraiment pour jouer le roi. Je m'en doutais, hein, quand j'avais rempli l'annonce, vu les mensurations, tout ça. Parce qu'on fait quasiment la même taille et le même poids aussi, tu vois. Donc, j'arrive, bon, il est plus vieux que moi, quand même, hein. Et je vois les maquilleurs et les costumiers, le directeur de casting qui me dit, David, si t'es gentil avec les costumières, avec tout le monde, ça se passera bien. Je sentais qu'il était en pression, mec, tu vois. Et j'essaie, des costumes me vont et tout. Et je vois la costumière, elle part, je regarde tu vois, le truc, le petit livret, quoi. Et là, je vois la tête de Johnny Depp, je fais non. Chelou. Ça fait toujours quelque chose. Quand des gens t'ont inspiré. Parce qu'il m'a inspiré clairement. C'est pas forcément physiquement, moi, c'est plus les mimiques. Oui, bien sûr. C'est plus le fait qu'il compose les rôles. Moi, j'ai appris, j'ai aussi pour ça que je suis fier de venir du théâtre. Je crois que je suis capable de composer des rôles. Tu vois, je pense que je fais partie des acteurs, même si on doit être naturel, qui savent, tu vois, composer des personnages. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai joué un bibliothécaire, chasseur de livres, complètement taiseux, qui est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On m'a vieilli, fallait que je marche différemment. Ça m'intéresse de ouf. C'est des rôles, pas que je préfère, mais j'aime bien aussi composer complètement. Même Brighton, c'est pas moi. Bah, je pense que c'est peut-être aussi ça la force du personnage. Tu vois, je le compose même s'il y a un peu de moi. Je marche avec mon sexe. Le centre de gravité, c'est le sexe. C'est aussi comme ça qu'on compose des persos, tu vois. Ça me permet de marcher comme ça. J'ai pris comme animal, j'ai pris un lion blessé. Donc même dans la manière de marcher, le regard, tu vois, la manière de bouger la tête. C'est des choses que j'ai travaillées, tu vois. Et pour revenir à Johnny, bah écoute, ça a été 1 mois et demi de masterclass. T'es à côté de Johnny Depp, qu'est-ce que tu veux? T'apprends, hein. Il y avait Benjamin Laverne de la Comédie Française qui est énorme. Il y avait Pierre Richard, Pascal Grégory. J'étais entouré de. Donc moi au départ, j'ai des doublures lumière. C'est pas un truc que je mettrais en valeur si je suis comédien de faire doublure.
Puis j'ai pas envie d'être assimilé à Johnny Depp Forcément, oui, bien sûr. parce que j'ai ma propre patte, tu vois. Mais là, j'ai fait 30 jours de tournage avec Johnny, quoi. C'est pas doublure de jour. Donc j'étais là le matin, je lui montrais. Quand t'es doublure lumière, en fait, tu fais les marques et tu fais les déplacements de la scène avant que la star arrive. Donc moi, je faisais la scène avant lui. Et comme Maïwenn savait que j'étais comédien, j'ai même répété le texte avec les autres acteurs. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une doublure lumière qui avait été validée. Et la mise en scène a dit, il faut quelqu'un qui puisse, de loin, il faut qu'il y ait quelque chose au niveau de la... Tu vois, parce que doublure lumière, c'est juste la taille, la couleur de peau et tout. Là, ils sont allés plus loin. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pris finalement, tu vois. Et que donc, ça a été magnifique. Et je l'ai remplacé 2-3 fois. Mais remplacé, j'ai toujours montré les scènes, tu vois. Notamment, il y avait une scène, c'est le lever du roi, où tu te lèves le matin, il y a une prière, on te rase et tout, il y a les notables qui viennent te voir, il y avait plein de figurants, plein de silhouettes, les rôles. Moi, je suis arrivé à 8h, j'étais habillé comme Johnny, j'ai fait la scène, j'ai fait toutes les répètes avec tous les comédiens, les silhouettes, les figures. Il est arrivé à midi, et Maïwenn m'a fait montre à Johnny ce qu'il doit faire. Ah ouais, impressionnant. Ouais, c'était ouf. Et une fois, il a pété un câble sur le plateau, et pourtant, j'avais demandé à la mise en scène, j'ai dit, est-ce qu'il faut que j'apprenne le texte? Ils m'ont dit, mais non. Ils m'ont dit, regarde quand même, on sait jamais, tu vois. J'ai pas appris. Et un jour, Johnny, il passe devant moi, il était énervé. Je fais, ça va, you're right? Il me fait, non, c'est bon, c'est bon. Parce que même quand il s'énerve, il est calme, Johnny, tu vois. Et là, t'as la mise en scène, le troisième assistant qui arrive vers moi, qui fait, tu connais ton texte? J'ai fait, waouh, c'est quoi ce délire? Il me dit, il y a Johnny qui est parti, faut qu'on rentabilise la journée, là, tu vois. Pour les plans où on me voit pas, tu vois. J'ai hésité, je te jure. Et en fait, je me suis dit, David, là, franchement, c'est toi, soit t'as des couilles, soit t'as pas des couilles, quoi. J'ai dit, le mec, il part, je fais, reviens Hugo, je dis, écoute, dis à Maïwenn que c'est bon, elle peut compter sur moi, tu vois. Elle m'a dit, ok, tu viens, plateau. J'ai fait, ok, là, c'est chaud, là. Et là, je suis dans le lit, c'est le lever de la reine où elle vient de coucher avec le roi. T'as Maïwenn qui est en petite tenue et tout, elle me regarde avec ses yeux, là. Puis elle a beaucoup de charisme, Maïwenn, tu vois. Et puis c'est elle qui dirige en même temps. Elle joue le rôle principal et elle dirige. Et elle aussi, elle avait sa doublure. On était 2 doublures. Et je m'allonge sur le lit, je suis habillé comme Johnny. C'est, tu sais, c'est filmé de dos, là, comme on dit en amorce. Mais ouais, elle me regarde. Il y a tous les techniciens, c'est un gros plateau, hein, tu vois. Et là, elle me dit, c'était prêt, pas de répète, rien. Direct dans le tas. Direct. Ah ouais, quand même. Ça, je peux te dire, et c'est là, j'ai pris une grande respiration. Je dis là, si t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme, tu vois. Puis elle commence, en plus, Maïwenn, elle improvise. Elle a improvisé dès la première prise, mec. Et comme j'étais à l'écoute, ça a été, et ça a marché. Et franchement, ouais, je me suis dit, c'est bon, là, tu peux, je crois que c'est là où je me suis dit, c'est bon, là, tu peux te dire que là, t'es pro. Tu vois, c'est ce genre de truc où, voilà, tu vois. Quand tu retraces tout ton parcours, comme tu t'es dit, il y a encore quelques années, tu disais que pour toi, c'était impossible de devenir justement comédien. Ouais. Et là, forcément, il y a rien qui arrive par hasard. Je pense que tu le sais. Parce que toi-même, tu disais avec les énergies, tu rêves de Johnny Depp. Tu t'es dit, je vais quand même réaliser des textes peut-être au cas où. Au final, ça t'a servi. T'as quand même remplacé un acteur qui a joué dans des films qui nous ont plus que choqués, dans son jeu, dans sa manière d'amener les choses. Johnny Depp, on sait que c'est une référence dans le cinéma, tu vois, qu'on le veuille ou pas. Et ce qui est même impressionnant, c'est que de base, c'est un mec qui voulait même pas du tout faire de cinéma. Je sais pas ce que tu savais. Il est musicien à la base. Voilà, c'est pour ça. Mais en fait, lui, il a dit que quand il a décidé de se lancer dans le cinéma, il l'a fait parce qu'on lui a proposé des rôles et c'était le seul moyen qu'il avait pour payer ses factures. De base, il voulait même pas faire de cinéma. Ouais, carrément. Tu vois, pour te dire. Bien sûr. Donc derrière, ça devient quand même une référence. Et toi, justement, même si c'est sur 2-3 jours, bien sûr que tu vas te dire oui, on ne voit pas clairement, etc. Mais t'as quand même pris sa place et c'est des scènes. Je dirais pas prendre sa place. Je te dirais, j'ai été sa doublure pendant 30 jours. Ouais. Et il y a un moment, il y a un où je l'ai remplacé et d'autres, si tu veux, où on répétait. Et des fois, comme t'es sa doublure, sur les contre-champs, des fois, Maïwenn me dit, vas-y, tu le fais, et Johnny, il va se reposer. Tu vois, je donnais la réplique. Et ça, c'était magique. Normalement, quand t'es doublure lumière, tu fais pas ça. Mais je remercierai jamais autant Maïwenn de m'avoir fait confiance sur ces moments-là, tu vois. Mais je devrais aussi te remercier toi, de t'avoir donné aussi de la confiance, parce que comme je te disais, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est vraiment que tu comptais de base arrêter et que tu as eu des épreuves dans ta vie où tu t'es dit, peut-être que le cinéma, j'en ferai jamais, peut-être du théâtre, j'en ferai jamais. Et là, en vrai de vrai, certes, c'est une question. Bien sûr qu'elle a eu raison de te faire confiance, mais le fait que tu en sois arrivé là, c'est toutes les expériences que tu as eues avant, ouais, tu vois, qui t'ont amené à ça. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, j'étais assez content et fier quand je t'ai vu dans ce film, même si c'est pour une doublure, parce que je te le dis, hein,
C'est vrai que doublure, quand tu vises des grandes choses, et vu que toi, je sais que c'est l'espace que tu vises, parce que astronaute, tout le tralala, je sais que pour certains, faire une doublure, c'est rien, mais comme t'as dit, être à côté d'une personne comme Johnny Depp, et même d'autres personnes qui ont fait des grandes comédies françaises, auprès de qui t'as pu prendre de l'expérience, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à cette place-là, tu vois. Mais toi, ça veut dire, qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon une fois que tout c'est fini, que t'as vu le film et tout ça? Alors déjà, pour moi, c'est pour ça que je veux plus trop être assimilé aussi à ce mec-là, même si ça reste un exemple. Ça m'a permis de me rapprocher aussi fort de lui, ça m'a permis de voir ce qu'il y avait de différent entre lui et moi, mais ce qu'il y avait aussi de commun. Parce que autre super anecdote, c'est qu'on s'est pas dit bonjour pendant 2-3 jours. Moi j'étais là, vas-y, même si c'est Johnny, pourquoi il me dit pas bonjour et tout. J'étais en mode, tu sais, je lui en voulais et tout, tu vois. Il avait dit bonjour à l'autre doublure et tout. Et tu sais, il y avait un jeu bizarre entre nous. Et on s'est dit bonjour avec le jeu du miroir. Je sais pas si tu connais le jeu là. Non, du tout, moi je ne connais pas. En fait, tu fais un geste et le comédien en face, il suit ton geste, tu vois. D'accord. Il doit sentir. Et en fait, j'étais au bout du château, il était à l'autre bout du château, il y avait la caméra au milieu. Et au moment où je dis ça à la doublure, j'ai dit, c'est Johnny qui allait se faire enculer et tout. On bat les couilles que c'est Johnny Depp, tu vois. Et il me dit, ouais, mais calme-toi, t'inquiète, il va dire bonjour, tout ça. Et puis je fais parce que moi, je voulais pas le coller. Les gens, ils le collaient, machin. Moi, je voulais pas. Johnny, il est hyper généreux, il dit bonjour à tout le monde. Il est adorable, ce mec, tu vois. Je fais un pas. Et je vois, il fait un pas. Et en fait, c'était une espèce de danse, on faisait quasiment les mêmes mouvements, on arrive au même niveau de la caméra quasiment. À ce moment, on s'est regardé, puis on s'est pris dans les bras. C'était top, tu vois. Donc, bah écoute, c'est que déjà des grandes stars comme lui sont des gens généreux, gentils, et plutôt de ce qu'il faisait, puis il était plutôt humble, tu vois. Maïwenn aussi, franchement, Maïwenn, super femme, très passionnée. Je sais qu'on peut dire beaucoup de choses d'elle, mais moi, j'ai eu très bons souvenirs de Maïwenn, très bons souvenirs de ce tournage, bien que les gens aient dit que c'était agité sur le plateau. Ouais, il y a eu des heurts, mais c'est aussi pour ça que le film a du sel. Et puis, le chef-op, je me souviens qu'il était le chef-op de Astérix et Cléopâtre. Je parlais avec lui, il me disait, tu sais, j'ai connu des tournages dans les années 80, 70, où c'était largement pire que ça, tu vois. En fait, ce tournage était vraiment bien, tu vois. Moi, j'ai appris énormément. Bah, moi, en tant que personne, ce que ça m'a donné, c'est une certaine confiance en tant qu'acteur. Après, tu dis, je vise plus haut. Je vise plus haut, c'est pas forcément pour être connu ou pas connu, même si on aspire tous à être de la reconnaissance. C'est que je pense que j'ai vraiment des choses à dire dans ce métier, déjà. Et il y a des valeurs que j'ai envie de défendre et des messages. Tu vois, les pièces, si tu veux, on en parlera, mais la pièce que j'ai jouée dernièrement, c'est une pièce qui a été écrite en prison, où on joue des prisonniers qui ont vraiment existé, qui s'appelle Inadapté. Et je suis très fier de l'avoir fait. Il y a un film là qui est au cinéma qui s'appelle Si proche du soleil, qui est sorti ce mois-ci, qui est un film indépendant, mais qui a fait plein de salles et qui a eu des critiques dans l'écran fantastique, des trucs comme ça. J'ai pas l'occasion de le voir. Bah, je savais pas s'il était déjà sorti ou pas sorti. Il est sorti ce mois-ci. Le réal voulait abandonner, mais moi je lui ai fait confiance à plusieurs années. Et je lui ai dit, tu feras un truc de ouf. Il a fait la musique, ça a été tourné avec un 5D Mark IV et tout. Et c'est un film de science-fiction, avec peu de moyens, mais le film est formidable. Bah ça y est, maintenant le mec, il y a des grosses prods derrière lui et il continue. Quand tu crois en c'est aussi ça, de toute façon, que ça soit sur un petit plateau ou un gros plateau, un artiste, sa sensibilité, sa passion, c'est la même. Ce que j'ai vu chez Maïwenn, je l'ai vu chez Abraham Touré, tu vois. Ce que j'ai vu chez Johnny, je l'ai pu voir chez moi, j'ai pu voir chez d'autres personnes. Que ce soit les failles, il a des failles, Johnny, hein, quand tu le vois. Non, bien sûr, bah, comme tout le monde, de toute façon, je pense, c'est sûr. Et c'est ce qui est touchant, d'ailleurs. C'est ce qui est touchant. Mais vraiment, de voir que t'es avec des grands et que les grands, c'est pas forcément ceux qui se la racontent le plus non plus, tu vois. Il y a ça aussi. Le nom, en fait, définit pas, ouais. Pas du tout. Je vois ce que tu veux dire. Pas du tout. Et puis le travail que c'est des techniciens sur un plateau comme ça. Et que un projet, c'est vraiment une aventure humaine, quoi. C'est artistique, mais c'est humain. Qu'est-ce que tu vises après tout ça? Est-ce qu'il y a des films, des jeux, un truc spécial que tu vises dans le domaine du cinéma? Parce que je sais que tu as parlé de devenir une meilleure version de toi-même, mais est-ce que dans ta tête, tu as déjà une ligne directive? Écoute, j'aimerais continuer. Moi, théâtre et cinéma, tu vois. Là, il y a une autre pièce qu'on va jouer à Avignon qui s'appelle La Grimace y Sangré, où il y a une part d'espagnol, ça se passe à Buenos Aires, tu vois, où je joue un mec qui s'appelle Chilo. J'aime bien cet univers. On va jouer ça à Avignon. Le théâtre et le cinéma, vraiment tout. Alors, quel type de cinéma, ça que tu veux savoir? Ouais, je veux parler de toi, en fait, de savoir. Moi, je suis ouvert à tout. Tant que c'est qualitatif, tant que le projet me touche, je suis ouvert à tout. Bien sûr, et pareil,
pour moi, c'est pas l'argent. Même si évidemment, je fais des projets professionnels rémunérés, mais si je suis passionné par un projet, je fais pas ce métier pour être riche, ni tu vois. J'ai la chance de faire ce métier-là. J'en vis maintenant, pas encore comme je voudrais, mais faire des projets passionnants avec un message profond, politique, spirituel, c'est ce qui me touche, tu vois. Après, ça peut être de la comédie, ça peut être du drame, ça peut être. J'ai pas beaucoup de limites. Et pareil pour les personnages. Je pense qu'on peut aller très loin dans un personnage. Là-dessus, j'ai pas dit. Je peux comprendre. Hein, j'ai des potes comédiens, par exemple, qui me disent moi, je jouerais jamais ça par rapport à la religion, par rapport à truc. Je pense que des fois, on se trompe sur le sens figuré et le sens propre des choses. Tu vois, quand t'es comédien, quand tu joues une émotion, c'est comme quand tu vas chercher une couleur comme un peintre. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, se mettre à nu, c'est pas ce qu'on croit. Se mettre à nu physiquement, des fois, c'est moins gênant que se mettre à nu réellement. Enfin, tu vois, il y a toute cette dualité aussi quand t'es comédien. Les rapports sont différents. Donc moi, là-dessus, j'ai pas de limite, tu vois. Donc voilà, moi, je suis ouvert à plein de choses. Cinéma, série, théâtre, ouais. Même la poésie, j'ai fait mes poèmes sur scène cette année. Ça aussi, c'était cool, quoi. Ça se passe comment quand tu joues un peu? Enfin, c'est quoi, tu l'interprètes, le poème? Je sais pas, c'est quand on est petit, quand on fait de la photo. Non, pas du tout, ça se rapproche un peu du slam. Okay. D'ailleurs, je vais jouer demain, normalement, je crois que c'est Jackie Ido, demain, l'invité. Qui sera entouré s'appelle le nom de l'invité, là, en l'occurrence, Jackie Ido, et les 40 poètes, ou les 30 poètes, je sais plus, et je suis invité. Donc j'ai pu jouer au Moulin d'Andé, qui est un endroit intéressant pour les artistes. J'ai joué sur quelques scènes. Non, écoute, moi, il y a un côté slam, mais moi, mon but, c'est de les interpréter comme un acteur, c'est-à-dire un peu à la Brel, si tu veux, ou même parfois être plus dans le jeu, dans le corps. Grand Corps Malade, il a ce côté très épuré qui est très beau. Moi, j'aimerais bien faire autrement, tu vois. J'avais d'ailleurs fait, je sais pas si tu connais Eloquentia. Oui. J'avais fait ce truc-là, moi, à Paris 8, avec comment il s'appelle, Loubaki, Bertrand Perry, tout ça. J'ai rencontré ces mecs-là. Eddie Mogno, que j'avais rencontré aussi. J'aimerais bien un truc entre le jeu et l'interprétation beaucoup plus simple. Mais entre les deux. David, j'aimerais revenir sur quelque chose. Vas-y. Je sais que comme tu me l'as dit un moment, c'est que ça fait à peu près quelques années pour toi, enfin depuis toutes tes années où tu as commencé dans ce milieu artistique, ça fait que quelques années que tu te considères, on va dire, professionnel ou vraiment en tant que comédien. Mais si le David d'aujourd'hui pouvait parler au David justement d'avant qui était encore en train de se chercher un peu perdu, tu lui dirais quoi? Je te dis ça pourquoi? Parce que en fait, quand on écoute ton parcours, on sait que tu as rencontré énormément de difficultés. Après, on n'est pas obligé de tout énumérer, mais voilà, tu as rencontré quand même énormément de difficultés. Et c'est des choses où tu aurais pu te dire clairement, je lâche l'affaire, j'arrête et je suis pas du tout fait pour ça. Donc, qu'est-ce que toi tu diras à David d'avant et surtout, qu'est-ce que tu diras aux personnes qui ont peut-être soit des expériences similaires ou qui se disent peut-être que je vais arrêter pour X ou Y raison? Tu leur dirais quoi tout simplement justement à ces personnes-là et même à toi, le David d'avant? Parce que si là je dois comparer là, quand j'ai échangé avec toi il y a quelques années et maintenant, on sent qu'il y a une transformation, une belle transformation. Merci, ça fait plaisir. C'est vrai. J'ai envie de te dire, après c'est une citation Nietzsche que tout le monde connaît, c'est tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, quoi, tu vois. Et puis une autre que j'aime beaucoup, c'est René Char, c'est la lucidité et la blessure la plus proche du soleil. Tu vois, je trouve ça super beau. Tout est dit là-dedans, tu vois, c'est que et surtout ce truc un peu métaphysique et un peu tu vois, de physique quantique et tout, c'est que le temps, c'est quelque chose. Le temps, l'espace. Nous, en tant qu'humains, on est limité. Tu vois, passé, présent, futur. Les choses qui t'arrivent, elles t'arrivent pour une raison, tu vois. Après, t'as ça quand même de choix, de libre arbitre. Tu vois, moi je crois en ces théories de plusieurs dimensions, plusieurs vies, etc. D'ailleurs, le film dans lequel j'ai joué en traite un peu si proche du soleil, tu vois. C'est aussi des trucs qui m'ont vachement intéressé, ça, quand j'étais gamin. Et ce qui t'arrive, c'est ce que t'en fais, en fait, tu vois. S'il t'arrive quelque chose de dur, une phrase très c'est con, hein, mais je dirais à l'ancien David, ça va passer, tu vois. Ça va passer. Ce que j'ai appris en méditation, c'est l'impermanence des choses, tu vois. Et à pas s'accrocher à ce qui t'arrive. Si t'es heureux t'as eu un moment où t'as kiffé de ouf, faut pas que tu rentres en craving. Tu sais, un peu comme les mecs qui fument du crack, ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est t'as vécu un super moment et tu veux retrouver cette sensation à tout prix et tu t'y agrippes.
Non. T'as été heureux, t'agrippes pas. Laisse, tu vois. Pareil, t'as été triste, tu souffres, ça va passer. Les deux vont passer. C'est ce que t'apprends en méditation. C'est l'impermanence des choses. Voilà ce que je dirais. Tu me demandes, j'ai pas réfléchi, mais c'est ce que je lui dirais. Mais c'était très bien, t'as même pas... Ouais, mais ouais, justement, t'as même pas besoin, parce que je regarde, t'as même pas besoin, c'était très très bien, parce que t'as dit clair, net et précis, et je pense que nous trois dans cette salle, on a été très impactés par ce que tu viens de dire, parce que on s'est projeté là dans des trucs de nos vies perso, vu que j'en appelle tout le monde, et non, c'est un kiff, non, t'as rien à retoucher, c'était très très bien, et merci vraiment à toi de t'être livré et d'avoir parlé de toi, parce que c'est pas quelque chose de simple. Et je suis content que tu sois passé sur ce média, vraiment. Bah écoute, mais merci. Depuis le temps, en fait, que je voulais t'attraper, j'attendais juste le bon moment, mais c'était peut-être quand on s'est vu au Projet Next. C'était peut-être ça le bon moment. Quand Mais tu vois. Lancé, ouais, c'était bon. Et comme je t'ai dit, je vois vraiment même dans, comme tu le dis, hein, je pense que ça se voit justement que tu fais toute cette méditation, que tu t'accroches beaucoup à ce truc spirituel, parce que même dans ton regard, même dans ta manière d'amener les choses, je sens qu'il y a un changement, mais positif. Et c'est vrai que le David d'avant, que j'appréciais de la même manière, il y a pas de problème. Je suis en train de dire que celui d'avant était mieux par rapport à celui de maintenant, tu vois. Mais je sais pas, en tout cas, ce renouveau là, je l'aime bien. Bah écoute, ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce que tu dis, et bah forcément, on te souhaite de faire encore énormément de choses dans ce milieu. Bah écoute, ouais, là on est bien, tu vois. Avec Abraham, on a des projets dont je peux pas forcément parler. Là, par contre, il y a un court-métrage qu'on va faire sur le génération identitaire. Ça, c'est un sujet aussi qui est fort et qui me tient à cœur. Et puis un long-métrage international, mais ça, je t'ai dit, je peux pas trop en parler, mais ça, c'est le gros truc de cette année. J'attends le contrat, un long-métrage italien, canadien, où j'ai un rôle important, et ça, c'est vraiment cool. C'est grâce à du Barry, plus ou moins, tu vois. Ouais, mais c'est tout le malheur qu'on peut te souhaiter, hein, de la réussite dans ce domaine-là, franchement. Et comme je te l'ai dit encore une fois de plus, c'est quelque chose que je t'ai jamais caché. T'as énormément de talent. Et ça, je l'ai vraiment toujours dit. Tu peux m'appeler Sadio, tu verras avec lui. À chaque fois qu'on parle de toi, franchement, on dit, David, c'est sur scène, il est impressionnant. Dans des films, laisse tomber aussi, tu vois. Mais en tout cas, sur scène, impressionnant, vraiment. Et je te souhaite de faire énormément de choses. Et du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Bah, merci à toi. Alors s'il y a un truc que tu vas ajouter, peut-être face caméra, je sais pas. Ben écoute, moi aussi je suis fier de son évolution à lui. Hein. Non, c'est magnifique ce que tu fais. Je dis quand même que je suis très heureux d'avoir pu participer à cette interview. Et bah, écoute, le meilleur pour l'Actu Club. Et puis que te dire de plus, que te dire d'autre. Est-ce que toi t'as d'autres questions? Non. Je pense que ça a été clair, t'as parlé de toi, t'as dit des très très belles choses. Je pense que tu vois, cette espèce de gifle que tu disais que tu t'étais pris dans certaines situations, je pense qu'en voyant cette interview, il y a des gens là, ils vont se prendre des gifles. Moi-même le premier face à toi, tu vois. Et, ouais. Ouais. Bah, je sais pas, je suis parti en flawless, là. Bah, justement, en fait, ce qui est bien, c'est que depuis très jeune, comme t'as dit, t'avais cette passion pour devenir astronaute. Et en fait, ce qui était impressionnant, je sais pas si c'est lié avec ta vie ou quoi, mais dans tout ce que tu dis, en fait, on voyage avec toi. Mais vraiment, ça veut dire que là, moi, dans ma tête, tu vois, quand tu m'as dit, ouais, j'ai un projet international, j'étais à deux doigts de te dire, ouais, mais après, en fait, t'auras peut-être un projet qui parlera dans l'univers. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu reposes toujours les limites, et j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'artiste, enfin, quand je dis d'artiste, c'est le vrai pour moi dans le sens du terme, c'est que t'as ce truc de plus t'avances, et plus, en fait, t'es toujours dans cette recherche d'en apprendre plus. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui restent beaucoup sur leurs acquis. Je trouve que c'est une erreur pour moi, tu vas te faire ça. Bien sûr. Et tu verras que des artistes qui ont énormément d'expérience, ils te diront, mais limite, moi, la comédie et tout, j'y connais encore rien du tout, en fait. J'ai encore trop de choses à apprendre. Exactement. Et quand t'es comédien, t'es ton propre instrument. C'est ça que je voulais te dire aussi par rapport au métier d'acteur. Ça, c'est un truc que j'ai découvert parce que moi, je suis dans l'écriture. J'ai publié certainement mon recueil de poèmes. Je me disais, les grands artistes, les plus grands, comme dit Gainsbourg, c'est les grands peintres, les musiciens classiques. Lui, il disait que la chanson, c'était un art mineur. Gainsbourg disait ça. Donc, c'est un génie. Que ça, un monstre. C'était un ancien peintre. Et moi, pour moi, c'était la littérature, la postérité. Tu vois? On parle de toi, on joue tes pièces. Et les acteurs, souvent, on s'en souvient pas dans le futur. Tu vois, Molière, on s'en souvient parce qu'il était aussi auteur. Et le jour où j'ai pris une pêche sur scène en Biélorussie, déjà j'ai eu des sensations où ce que les chamans appellent le troisième œil qui s'ouvre. J'ai eu des sensations synesthésiques, tu sens tous tes sens qui sont interconnectés. T'as l'impression d'être en état de grâce. Et tu te rends compte en fait que pour être un bon comédien, c'est pas qu'il faut être modeste, c'est qu'il faut être humble. L'humilité dans le sens où t'es un canal, où tu captes une énergie qui rentre en toi, où tu chopes un instant d'éternité qui est insaisissable, que seul toi et le public va vivre à ce moment-là. Tu vois, et ça qui est beau.
C'est pas la postérité, c'est l'éternité à un moment qui est insaisissable. Et ça, c'est beau quand t'es comédien. Mais pour avoir ça, il faut être humble. Parce que si t'es pas humble, tu peux pas échanger comme il faut avec ton partenaire. Tu peux pas recevoir ce qu'il te donne. Et tu peux pas être ouvert. Donc, faut à la fois avoir ce truc d'ego un peu, mais en même temps, être très humble quand tu joues. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est magnifique. C'est magnifique comme métier. Tu vois? C'est incroyable. Je pense que, comme tu as dit, déjà, à travers cette interview, on ressent que tu as énormément de choses à dire. Et j'espère que tu pourras les vivre et les dire dans le milieu du théâtre ou du cinéma, peu importe, mais ne perds jamais le fait de t'exprimer, parce que ce que t'exprimes, peut-être que aux yeux des gens, comme tu dis, ça paraît peut-être un peu, tu parles dans tous les sens, mais je te jure qu'en vrai, ça a grave du sens. Et merci à toi pour ça. Je te jure que là, tu m'as envoyé une vague d'émotions. Ça me fait trop plaisir. Ah bah écoute, Vraiment. merci à toi. Et c'est très très beau ce que tu as dit. Et là, je commence à un peu voir l'âme du poète, l'écriture et tout, parce que franchement, ça te va super bien. Et ouais, continue à t'exprimer dans le slam en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, producteur, peu importe, parce que tu as énormément de choses à bâtir. Et là, j'y crois vraiment sincèrement. Ah, merci. Et je pense que dans quelques années, on va refaire une petite interview et on reparlera encore de son évolution, parce que on entendra parler de lui dans quelques années, encore plus que maintenant, je suis quasi sûr. Merci à toi en tout cas, David. Bah, un grand merci à toi. Franchement, c'était un plaisir, un honneur. Force à toi aussi. Bah, merci en tout cas, et j'étais très très content de t'interviewer aujourd'hui. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner à cette page qui est l'Actu Clap. L'équipe s'agrandit, ça fait trop plaisir. Mais surtout, les invités nous ramènent encore plus de contenu de qualité. Et même moi, le premier qui suis face caméra, face à lui, je suis le premier à prendre des claques en fait par toutes les personnes qui passent dans ce média, parce que je pense que je vais aussi vers les personnes qui m'inspirent. Donc merci à toutes les personnes qui sont passées avant, merci encore à toi David aujourd'hui, et merci surtout à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les interviews, de faire des retours, de partager. Franchement, vous êtes les meilleurs, et de toute façon, j'espère que vous m'accompagnerez dans cette aventure pendant encore de très longues années. Restez connectés, on se dit à très vite. Ciao la famille.